Bonjour les amis internautes de Code Kama, bienvenue sur votre chaîne panafricaniste. Aujourd'hui, nous lançons la toute première émission géopolitique de la chaîne, Géopo, une émission qui va traiter toute l'actualité géopolitique du continent. Aujourd'hui, nous allons parler de la toute nouvelle sortie d'Emmanuel Macron par rapport à la nouvelle démarche française vis-à-vis de l'Afrique, mais aussi de la problématique tunisienne qui depuis quelques jours anime les populations. Et c'est de ces sujets-là que nous allons discuter avec nos différents invités. Abdoulaye Diène, Yannick, en première partie. Mais en deuxième partie, nous allons parler aussi de l'aspect militaire de la France, mais aussi des instituts français comme outils de propagande soft power de la France. Donc, bienvenue sur votre chaîne Kokama. On y va. Des présidents, des présidentes et directrices et directeurs généraux de grands groupes français de leur présence aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'être lucides sur notre présence économique sur le continent africain et la manière dont elle est vue. Nous sommes dans une position qui ne va pas dans la bonne direction. Et c'est pour bonne partie de notre faute. Parce que nous avons trop souvent eu une logique de rente dans notre rapport au continent africain. Bonjour, grand frère Abdoulaye. Bonjour, cher Ousmane. C'est un plaisir d'être avec toi comme à l'accoutumée. Merci. Bonjour, Yannick. Bonjour, cher Ousmane. Je suis enchanté d'être avec toi aujourd'hui. Depuis quelques années, nous notons un changement profond par rapport aux relations que les Africains entretiennent avec la France. Ceci provoque la réaction de l'ancienne puissance coloniale. Dans cette démarche, la France essaye de changer de paradigme et de méthode. C'est pourquoi, depuis quelques années, nous notons une nouvelle démarche par rapport à l'Afrique. On change de notion en passant de France-Afrique à Afrique-France. Mais aujourd'hui, on parle de partenariat sud-nord. Les mots changent, mais est-ce que la vision de la France par rapport à ses anciennes colonies change exactement? Telles seront les questions que nous allons aborder. D'abord, je vous donne la parole, grand frère Abdoulaye. Que pensez-vous du discours de Macron? Non, un discours prédateur, comme d'habitude, est plein de contre-vérités. Parce qu'il a déroulé des choses qu'on sait, nous qui sommes panafricanistes et qui suivent les actualités, qu'ils sont toujours dans la logique de paternalisme. Parce que d'abord, l'esclavage, après la colonisation et le néocolonialisme. En ce contexte-là, je ne sais même pas comment qualifier leur prédation. Parce qu'il a parlé d'abord du Mali. Il dit qu'ils se sont sacrifiés au Mali, parce que j'ai pris des notes par rapport à son discours. Ils se sont sacrifiés au Mali à remporter des victoires sur les terroristes. Et on sait bel et bien qu'ils ne sont pas là-bas pour remporter des victoires ni pour lutter contre le terrorisme. C'est eux qui financent le terrorisme. Les jeunes Africains ont beaucoup compris. C'est pour cela, dans son discours, il dit toujours il va aller parler avec la société civile, il va aller parler avec les opposants politiques. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits des régimes sur place. Ils ont échoué de leur manière d'approcher l'Afrique, surtout ces dernières 30-20 années. Macron n'est pas un bon représentant par rapport à la France-Afrique, parce que émotionnellement, il n'est pas préparé. Même le précédent, François Hollande, dans son discours premier, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a dit que l'Afrique ne faisait pas partie de ses plans. Et les maîtres qui sont derrière, comme on les appelle, les marionnettistes, l'ont recadré et l'ont dit d'aller vers l'Afrique, d'aller reconquérir l'Afrique. On se souvient de ces voyages ici au Sénégal et partout autre. Et ils ont échoué sur ce plan et ils attaquent directement les IBK et les représentants qui sont là. Ils ne feront pas l'affaire parce que la donne a changé. Ils doivent changer la carte, donner le respect aux peuples africains. Et comme ça, on pourrait avancer avec eux. Je peux même continuer sur le franc CFA. C'est pas, ils ont reformé ou bien ils ont essayé de bloquer le projet d'ensemble des Africains, surtout de notre
contrer l'Afrique de l'Ouest, qui avait un projet d'éco avec certains pays anglophones, et ils ont allé essayer de freiner ça. Le discours de Macron il y a 3 ans devant Ouattara, on le sait bien, c'était pour contrer ce projet-là. Ils n'ont rien fait depuis lors. Ils rebondissent pour dire qu'ils vont revenir. Pour faire quoi? Non, c'est extraordinaire cette situation, je peux laisser. Donc si je comprends votre démarche, il n'y a que le discours qui change, mais l'attaque ne change pas tout. Le comportement et surtout la vision que la France a de l'Afrique. Non. Parce que pour un partenariat, il a dit partenariat plus de 20 fois dans 1 heure de temps de conférence de presse. Le partenariat doit être équitable. Moi, qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que j'ai à offrir? J'ai mon mot à dire. C'est pas toi qui, depuis l'Élysée, définisse comment on doit faire. Il faut d'abord nous écouter. Et comme ça, on pourrait aller vers un partenariat, comme ils disent. Mais ils ne sont pas dans ça. Le paternalisme français est chronique. Ils n'ont pas l'intention de changer. Et ils savent bel et bien que les jeunes Africains sont très, très en avance en ce moment. Ils essaient de faire les sourdes oreilles, mais la donne va changer par A ou par B. La donne va changer par A ou par B. Yannick, le grand frère évoque que la vision de la France vis-à-vis de l'Afrique ne change pas, c'est justement le discours qui change. Êtes-vous de cet avis? Effectivement, pour rebondir sur ce que mon grand frère que j'aime profondément, Abdoulaye Diène, vient de dire, quand nous observons, avec un regard averti, le discours de M. Emmanuel Macron, on constate clairement que ce discours est purement cosmétique. Et lorsqu'on passe au radar, dans la profondeur, le discours, on peut voir les germes d'une velléité, d'une nouvelle velléité néocoloniale que j'appellerais du néocolonialisme 2.0 ou 3.0. Donc, que ce soit le discours sur le Mali, notamment la présence française au Mali, les soi-disant bienfaits de la présence française au Mali, nous savons tous que la présence de l'armée française au Mali avait pour but une conquête néocoloniale. On l'a vu lorsque les militaires français ont empêché des soldats maliens d'entrer à Gao, par exemple, au nord du pays. Donc, le pays était partitionné. C'était une nouvelle forme de colonisation. Je ne sais pas si on va appeler ça un protectorat, et qui était parti pour durer. Mais heureusement, il y a eu un sursaut patriotique de la jeunesse africaine par rapport à tout ça. Et même ce discours est en fait une réponse, une réaction face au sursaut patriotique de la jeunesse africaine. Donc Macron réagit simplement au sursaut patriotique de la jeunesse africaine. Il essaye de rattraper le train, il essaye de faire une nouvelle Antoulou, mais ça ne se passera pas. Donc pour définir clairement, je dirais que le discours d'Emmanuel Macron est une nouvelle Antoulou pour la jeunesse africaine, mais ça ne passera pas. D'abord, la forme pose question, parce que si c'est la France qui décide de comment le partenariat sera fait, ça montre toute la condescendance que la France a vis-à-vis de ses anciennes colonies. Parce que se lever un bon matin, faire une conférence de presse et dire que nous allons nous faire tel et tel, c'est que c'est la France qui décide. Alors que la jeunesse africaine aspire à être beaucoup plus libre, aspire à beaucoup plus d'équité et d'égalité. Mais en tant qu'acteur, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cela? Est-ce que nous devons être toujours dans la réaction de ce que dit la France ou pas, ou nous devons aller au-delà? Oui, effectivement, cher Ousmane, comme vous venez de le souligner, on retrouve toujours des germes de la condescendance. Ça nous rappelle le sommet Afrique-France, je ne sais pas si c'était à Montpellier, où Macron se lève un jour et voilà, réunit des intellectuels africains comme ça, et convoque la jeunesse africaine à Montpellier pour discuter de l'avenir de l'Afrique. Donc, il y a toujours ces germes de néocolonialisme là en fait dans le discours. Mais la position de la jeunesse africaine aujourd'hui doit être claire. Nous sommes tournés, nous avons un nouvel agenda, nous sommes tournés vers d'autres horizons, nous avons une vision, nous avons aussi un désir de grandeur. La France ne représente rien à l'échelle du Mali sur le plan historique. Sur tous les plans, la France ne représente absolument rien du tout. La France est rien du tout par rapport au Mali. Donc la jeunesse africaine n'a même pas à écouter le discours de Macron ou savoir son point de vue. Nous, on a notre agenda qui est bien défini. Voilà. Et toute opposition, que ce soit venue de la France ou de n'importe quelle puissance impérialiste, nous allons simplement dégager, frayer le chemin jusqu'à arriver à nos objectifs. Nous avons également un désir de grandeur.
La jeunesse africaine aujourd'hui veut plus. On veut plus grand, on veut retrouver notre place, notre dignité en tant qu'Africains. La dignité de nos pères, la dignité que nous avons toujours eue. Donc ça, c'est le positionnement de la jeunesse africaine aujourd'hui par rapport au discours de Macron. Donc le discours de Macron passe, on va dire, ça entre dans l'oreille droite, ça sort dans l'oreille gauche. Comme une lettre à la poste, ça nous dit absolument rien. Voilà, ça n'a aucun effet sur nous parce qu'on connaît tous ces manœuvres-là. Donc ça, c'est la position de la jeunesse africaine par rapport au discours de M. Emmanuel Macron. La jeunesse africaine essaye d'aller de l'avant avec ou sans la France. Voilà. Mais grand frère Abdoulaye, par rapport au nouveau paradigme, par rapport à l'aspiration de la jeunesse, quel est l'impact de ce discours-là par rapport à cette lutte? Bon, c'est-à-dire les Africains, beaucoup d'Africains dorment sur leur laurier. Ils ne savent pas la prédation. Il faut se préparer parce que si la France était un lion, il est vieux et sans force. Maintenant, à nous de rebondir parce que nous sommes jeunes. Nous sommes de jeunes lions, pleins de force. On doit utiliser cette force-là pour transformer et redéfinir notre rôle dans ce cercle-là. Bon, la France-Afrique, ou bien comment on peut l'appeler le néocolonialisme de 3.0, comme dit mon frère, c'est fini. C'est un cycle. Un cycle, comme on dit en Wolof, le Wërngël Képp. C'est un terme tellement scientifique. Si c'est fini, il faut nous tëj ko. Il faut l'enfermer et aller vers autre chose. Parce que cette génération-là de présidents, même Macky Sall ne devait pas rentrer dans ce lot-là parce qu'il n'est encore pas vieux. Hein? Il est né après les indépendances. Depuis 2012, il devait poser des jalons pour aller vers cette souveraineté-là. Mais il a trahi parce qu'il a choisi la facilité. C'est un peureux. On le dit, hein? Ouattara, qui ne devait même pas faire un troisième mandat, est revenu à 80 et quelques ans. Il ne sait même pas plus marcher. Il parle, on ne le voit même plus dans les médias. Parce qu'il ne peut pas plus, il n'en peut plus. Pourquoi ne pas laisser place à la jeunesse? Et ça va venir, et on va redéfinir notre rôle dans ce concert du monde. Pour être dans le monde du recevoir et du donner, il faut avoir quelque chose à donner, avoir notre propre argent, redéfinir notre démarche économique, et puis entrer dans le donnant-donnant, entrer dans le concert du monde. C'est tout ce qu'il y a à faire et on va venir à ça parce que ce que Assimi Goïta est en train de faire, il mène le bal. C'est comme une locomotive qu'il a posée, tout le monde va suivre et on va y arriver, Inch'Allah. À voir le discours de Macron et la nouvelle démarche de la France, on sent nettement que l'Afrique, le continent africain, continue toujours d'être un enjeu et non pas un acteur de la mondialisation. Maintenant, après son discours, le président Macron a entamé une tournée africaine. Il était en Angola, au Gabon, au Congo et tout. Que pensez-vous réellement de ces visites-là? C'est toujours dans la même logique de prédation ou de domination ou il essaye tant soit peu de gérer? Parce qu'il l'a dit, hein, lors de son premier mandat, c'était l'Afrique de l'Ouest. Et il a fait beaucoup de pays ici. Il avait oublié l'Afrique centrale. Maintenant, ils essaient de se rattraper. Il dit que son second mandat, il va aller vers l'Afrique centrale. Est-ce qu'il avait oublié? Est-ce qu'il n'était pas en train de dormir sur leur laurier parce qu'il pensait que l'Afrique centrale était déjà acquise? Peut-être, hein? Peut-être, mais cette zone-là, c'est très compliqué. C'est vaste, c'est grandiose. Peut-être des pays comme Congo, les deux Congos, ils peuvent le tenir comme ça. Ils souffrent, ils ont souffert, ils les ont vraiment malmenés pendant des années. Et il y a des pays qui tournent autour. J'ai vu même quand on a cité le nom de Kagame devant lui, en reprenant Kagame sur sa langue, il balbutie parce qu'il a peur, il a des limites, parce qu'il s'est fait respecter. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, il dit qu'on n'appelle même plus le précaré français. Ce n'est pas un précaré maintenant, c'est un partenariat. Parce qu'il y a des mots qui ont leur signification. Ici, il pense avoir tenir des présidents comme Macky Sall, comme Ouattara, comme les autres. Maintenant, ils vont aller ratisser cette zone-là, même aller vers les pays lusophones, parce que l'Angola, c'est un pays lusophone, mais ils ont des intérêts parce que c'est des deuxième pays fournisseurs de pétrole, je ne sais pas quoi.
ils ont intérêt à ratisser large. Mais c'est déjà perdu parce que là où il passe, c'est la jeunesse qui parle avec lui. On a vu un concert de casserole au Gabon, on a vu des jeunes qui le huaient parce qu'ils savent que c'est déjà fini. La position de Macron, c'est comme celui de Macky Sall ici au Sénégal. Il part dans des milieux, il achète des gens, il pense qu'il fait mieux que les autres, alors que les gens ont déjà mis dans leur tête que c'est fini. C'est la jeunesse qui définit le jeu. Maintenant, je ne sais pas quel plan ils vont mettre sur place, mais c'est fini, quoi. On n'a pas brossé le problème de Kagame avec le Congo. On voit des forces obscures qui transmettent beaucoup de contre-vérités par rapport à ça. Parce que pour moi, le problème peut-être est encensé par les Occidentaux, parce qu'ils ont un problème à contrôler Kagame. Ils vont mettre des trucs entre le peuple congolais et Kagame, je vais dire, parce que ce n'est pas le peuple rwandais qui a des problèmes avec le peuple congolais. Et je pense qu'on doit revoir notre manière ou bien la sensibilité de cette histoire-là et y aller doucement, quoi. Oui, effectivement, moi je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord sur le principe. Effectivement, la problématique du génocide qui se joue en RDC dépasse largement le cadre du Rwanda et le cadre de la RDC. Voilà, on voit clairement que derrière, il y a des puissances, voilà, des puissances néocoloniales, voilà, qui ont une volonté, avec leur volonté de prédation, voilà, de spolier les richesses de cette zone-là. Or, pour pouvoir spolier les richesses de cette zone-là, il faut que cette zone-là soit toujours en situation de déstabilisation. Voilà, qu'il n'y ait pas une présence étatique, voilà, qu'il n'y ait pas un contrôle des ressources. Tu vois, ils ont même créé des aéroports clandestins dans ces zones-là. Voilà. Donc, ça dépasse largement le cadre d'un désamour entre le peuple congolais et le peuple rwandais. Je pense que ce sont des peuples frères, c'est un même peuple. Voilà. C'est un même peuple. Donc, il faudrait que ce soit au niveau des panafricanistes, voilà, qu'on ait une certaine approche, un recul pour mieux voir sur la situation. Voilà, parce que le jeu, pour ne pas tomber dans le jeu, voilà, des puissances, le jeu de déstabilisation, d'opposition systématique entre les peuples des puissances étrangères. Voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'on doit plus approcher cette question. Une question de fraternité entre peuple congolais et peuple rwandais. C'est un même peuple. Voilà, et tous les peuples des Grands Lacs d'ailleurs. Voilà, donc un Rwandais n'est pas un ennemi, un Congolais n'est pas un ennemi d'un Rwandais. C'est eux-mêmes qui doivent, dans une même table, aller discuter et essayer de trouver une solution et bannir cette rébellion ou bien, je ne sais pas, ce terrorisme qui règne dans cette zone-là. Parce qu'ils ont assez souffert. Au Congo, on parle de plus de 6 millions de morts pour des génocides, c'est extraordinaire. C'est tellement violent. C'est violent, c'est violent. Avant tout, les peuples africains sont des frères. Et autant le peuple congolais et le peuple rwandais partagent la même culture et la même histoire. Donc, ce n'est pas le petit Macron qui peut venir changer les liens. Maintenant, Yannick, nous avons constaté que Emmanuel Macron a une autre démarche par rapport à l'Afrique centrale et essaye de récupérer peut-être ce que la France avait perdu. En tant que ressortissant de cette zone-là, que pensez-vous exactement de ça? Oui, effectivement, je pense que c'est une démarche géopolitique, purement géopolitique de la part de Macron, d'Emmanuel Macron. C'est une démarche purement géopolitique. En effet, puisqu'il constate que il a l'emprise ou bien les mécanismes d'emprise que la France avait sur la zone ouest africaine sont en train de se dissiper progressivement. Et il comprend qu'il n'y a plus rien à jouer, tout est perdu. Alors, il se rabat dans, je peux appeler ça un désespoir, de manière désespérée vers l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce qu'on a cette impression-là que la jeunesse d'Afrique centrale est une jeunesse amorphe. Tu vois? Et il se dit que en allant consolider ses positions, la position notamment de la France, de manière géopolitique en Afrique centrale, il peut tenir encore en laisse cette jeunesse d'Afrique centrale. Mais ce que Emmanuel Macron oublie, c'est que la jeunesse d'Afrique centrale est l'une des jeunesses les plus puissantes au monde. Même si elle ne s'exprime pas, comme on peut le voir notamment dans la zone ouest africaine, mais je peux dire c'est une bombe atomique qui sommeille en fait, c'est un volcan en sommeil. Donc c'est une jeunesse qui ne va pas se laisser duper. Et là on voit déjà qu'il y a beaucoup de courage. Avant on ne pouvait pas imaginer des concerts de casseroles au Gabon, des jeunes qui sortent, qui vont à l'ambassade de France
au Congo, c'était le même tempo, mais tu vois qu'il y a effectivement un éveil de la jeunesse d'Afrique centrale. Et même les dirigeants d'Afrique centrale doivent prendre conscience que, effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus tenir la jeunesse en laisse. Voilà, il faut libérer cette jeunesse-là qui exulte, qui est prête à exploser. Il faut laisser cette jeunesse-là poursuivre ses aspirations. Donc, globalement, c'est une démarche désespérée de Macron, voilà, et une démarche qui est perdue d'avance. Et je pense qu'après son tour, il va se rendre compte qu'effectivement, ça n'a servi à rien et que c'est perdu d'avance. Il va devoir se résigner, voilà, à s'occuper de son peuple et à trouver les voies et moyens pour la France de s'en sortir elle-même, voilà, sans se nourrir, sans sucer le sang des Africains. Donc, je pense que c'est... Maintenant, après avoir étudié le discours de Macron, force est de constater que nous sommes toujours aussi dans la réaction. On attend que Macron ou la France prennent des initiatives pour, après nous, Africains, réagir en fonction de ces décisions-là. Est-ce pas l'heure de prendre nos propres actions, nos propres initiatives, histoire d'anticiper ce que l'ancien colonisateur peut faire? Non, mais tu as parfaitement raison. C'est parce que aussi, ils ont détenu les monopoles et les mécanismes depuis un bon bout de temps. C'est pas facile pour un jeune Africain de venir et changer tout de suite les trucs. Mais la conscience collective, les aspirations, c'est ce qui amène ce qu'on doit faire ou l'orientation où on doit prendre demain. C'est en train de se produire, hein, parce que la France détient les banques et les autres nations qui sont venues ici. Ils détiennent l'argent, ils ont le franc CFA entre leurs mains. Il y a beaucoup de mécanismes que nous ne détenons pas pour pouvoir vraiment s'affirmer et imposer notre vision et notre économiquement prendre position, quoi. Mais c'est des choses que, en voyant Assimi Goïta est un exemple patent. Les pas qu'ils posent, c'est l'Afrique de demain. Et pour cela, ils veulent tout de suite, avant qu'il soit ces 2 ans, qu'avant qu'il l'aspire, ils essayent de le mettre le pression pour le remplacer par un autre pion. C'est là-bas que tout va se jouer. L'aspiration de la jeunesse est là, mais il faut qu'on ait des panafricanismes purs et durs dans la tête des États. Et puis, on peut aller très rapidement vers cette action-là que tu veux insinuer. Et je pense que moi, je suis un optimiste. Je vois que ça va venir et rapidement. Le grand frère, il est optimiste, mais Yannick, est-ce qu'il faudrait être optimiste à pareil temps? Je pense que ce n'est même pas une nécessité, c'est une obligation. C'est une question de suivi pour la jeunesse africaine aujourd'hui. Nous sommes à la croisée des chemins aujourd'hui et c'est vivre ou mourir. Donc, la jeunesse africaine aujourd'hui a l'obligation d'être optimiste. La victoire est proche, mais elle est aussi très loin. Donc, il faut que les jeunes puissent véritablement prendre conscience qu'il faut s'unir, voilà, pour aller vers un destin fédéral, un destin de grandeur et de dignité. Donc, je ne pense pas que c'est une nécessité, mais c'est une obligation. On est obligé aujourd'hui, voilà, d'être optimiste. Peu importe les difficultés et les situations qu'on va traverser. Et surtout, ne pas se mentir sur nos défaites. Être sincère avec nous sur les échecs pour mieux construire. Comme le disait Amilcar Cabral, on ne doit rien cacher comme défaite au peuple. On doit être juste envers nous-mêmes. Voilà, faire un procès unipersonnel de nous-mêmes, voilà, pour mieux avancer. Donc, je pense que c'est dans cette dynamique-là que doit se positionner effectivement la jeunesse africaine aujourd'hui. La jeunesse africaine doit faire une prise de conscience historique et des gens aussi de l'heure. Mais grand frère Abdoulaye, est-ce que réellement cette jeunesse est outillée pour répondre présent? Oui. Sur le plan intellectuel, on n'a rien à envier. C'est pas intellectuel veut dire aller dans les bancs ou bien. Mais les gens comprennent ce qui se passe dans ce monde, comprennent les enjeux, la géopolitique. Chacun a son spécialité. Mais notre seul problème, c'est construire une classe dirigeante capable de répondre par rapport à toutes ces aspirations européennes ou quoi qu'il en soit. Parce qu'on ne se départage pas de la France pour s'allier avec la Russie ou bien avec la Chine. On veut avoir notre place. On est obligé de faire des alliances parce qu'on a trop de retard. Technologiquement, il y a des choses à apprendre. On a beaucoup de ressources. Comment les exploiter? Comment former des ingénieurs? Comment former des jeunes
qui peuvent répondre vaille que vaille, parce que nous avons les capacités, la potentialité est là. Il faut réveiller ça, essayer de donner plus de courage et d'optimisme par rapport à la jeunesse africaine pour y aller. Parce que eux, leur méthode est tellement archaïque. Ils viennent en Afrique, ils nous parlent de vaccins, ils nous parlent de, on vous a aidé par rapport à la Covid-19. Ils viennent, on a formé des jeunes Africains sportifs, ils vont aller servir en France. Il a touché des choses extraordinaires, la culture, création, la restitution des œuvres. Il cite des Felwine Sarr, il cite des Achille Mbembe. C'est leur pion qui leur représente ici. Mais il y a la réponse ici. Ils ne veulent pas entendre le nom de Kémy Séba, de Nathalie Yamb, parce que c'est eux qui brisent les élans. Et là est important. Il faut se positionner, pas pour donner des coups, hein, mais pour essayer de réveiller ce qui dort dans la jeunesse africaine. C'est rapidement fait. Moi, ce que je ressens, la potentielle, comme dit, ce qui dort en nous, si c'est réveillé, aucun peuple ne pourra nous contenir. Voilà. Il y a une forte potentialité qui dort en nous. Mais Yannick, est-ce que ce sommet-là n'est pas dû à l'aliénation que cette jeunesse a ou la population africaine? N'est-ce pas temps de changer non seulement notre système éducatif, mais aussi d'enseigner nos enfants l'histoire du continent, histoire qu'ils s'imposent pour pouvoir s'assumer? Oui, effectivement, mon frère bien-aimé, cher Ousmane, les mécanismes d'aliénation sont tellement profonds et ont duré tellement longtemps que pour s'en débarrasser aujourd'hui, on ne peut pas le faire en un clin d'œil. Déjà, comme notre professeur bien-aimé et guide Cheikh Anta Diop disait, même quand on pense s'être débarrassé des mécanismes de l'aliénation, on ne l'a pas encore fait complètement. Parce qu'effectivement, c'est un ancrage, une prise en fait sur notre peuple d'un point de vue mental et d'un point de vue physique qui dure depuis voilà, des millénaires, presque un millénaire. Donc, pour se débarrasser de cet ancrage-là, il faut un programme, un processus. Et on ne doit pas croire, on ne doit pas se leurrer en pensant que ça sera avec un claquement de doigts et hop, tout est fait. Donc, je pense qu'il y a des mécanismes qu'on doit mettre en place et qui sont déjà en train d'être mis en place, voilà, par des frères, des jeunes sur le continent. Et on peut déjà voir les effets de l'éducation, des masses et tout. Et de l'éducation aussi des enfants. Donc, je pense que chacun de nous doit faire sa part, voilà. Que nous soyons le colibri qui jette la goutte d'eau sur l'incendie, voilà, dans la forêt. Que chacun mène sa goutte d'eau. C'est la goutte d'eau de tout le monde qui va éteindre l'incendie. Comme un frère que j'aime beaucoup disait, le frère Souleymane Jules disait, ce sont les 1 franc qui font 1 milliard. Donc, c'est petit à petit, c'est les touches de tout le monde, voilà, qui va relever la jeunesse africaine aujourd'hui. Et je suis d'accord que c'est surtout sur les plus jeunes, les enfants, que nous devons travailler, nous devons prioriser ces petits êtres-là, parce que c'est eux qui portent effectivement l'avenir de l'Afrique, c'est eux qui portent l'Afrique de demain et même l'avenir de l'homme noir. Donc, on doit commencer à les construire dès aujourd'hui. Construire l'Afrique dès aujourd'hui à partir de nos enfants, mais aussi nous réunir autour de l'essentiel. Voilà, nous sommes au terme de la première partie de notre émission. Si vous avez quelque chose à ajouter, grand frère Abdoulaye. Bon, il a nommé tout de suite Souleymane Jules. Je fais un clin d'œil à tous ceux qui marchent de Bamako à Ouagadougou, 862 km, ils ont l'habitude, pour l'unité africaine. Parce qu'on sait que seule l'unité africaine peut nous en sortir. Parce que notre zone, on a besoin de solidarité. On a besoin des organisations militaires pour notre sécurité, pour bannir ces terroristes financés par les Occidentaux qui veulent nuire cette zone. On a beaucoup de richesses, beaucoup de potentialités. On doit les exploiter à bon escient et s'en sortir. On perd beaucoup d'argent. Ils viennent toujours nous leurrer. Ils disent qu'ils vont venir apporter 3 millions d'euros dans un projet qu'ils appellent Choose Africa, 40 millions d'euros où ils vont dispatcher dans les différentes ambassades de France. Je sais pas, promesses qui ne marchent plus. Parce qu'on sait que c'est des leurres. Ils veulent gagner nax quoi. Il faut que nous jël notre destin en main. C'est ce qu'on doit faire et on va le faire. D'ici quelques années, l'Afrique va être dans un tournant décisif et on va réussir parce qu'on a tout pour le faire.
Yannick, vous avez quoi à ajouter? Je voulais juste dire merci à mon frère, cher Ousmane, voilà. Et salut, je veux dire que je suis très honoré, voilà, de participer à ce panel, ce plateau avec mon aîné et grand frère que j'aime profondément, Abdoulaye Diène. Je fais également un clin d'œil à mes aînés comme le grand frère, le chef Badi, le chef Adi Sen et tout. Donc, et aussi un clin d'œil au marché, comme mon grand frère l'a souligné tout à l'heure, là, Bamako, Ouagadougou. Voilà. Donc, que la jeunesse africaine tienne bon. Nous sommes sur le chemin, voilà. On ne doit pas se laisser casser. On doit rester focus. Peu importe tout ce qu'il y a autour. Concentrer sur l'objectif. C'est ça qui est le plus important pour nous. Voilà. Donc, merci encore une fois de plus, mon frère bien-aimé, cher Ousmane. Concentrer sur nos objectifs, stay focus dans les choses essentielles. De même que vous, je passe un salut au marché de l'unité africaine qui marche 862 km pour rallier Bamako à Ouaga, histoire de participer à la bonne marche de la fédération Burkina, Guinée et le Mali. Bon, nous sommes au terme de la première partie, donc une petite pause de publicité et on revient dans quelques secondes. Nous avons un sponsor bu bees bu ñuy wax Nayi Nayi nag mooy lan Nayi ab marque la boo xam ni doomu réew bi ñoo ko créé yi nga xam ni day yëngu ci wàllum defar toppatoo karaw loxo ak tànk lii ma tee nii shampoing la shampoing bu baax boo xam ni day non seulement day nooyal sa karaw mais da koy brilleloo jox ko ñuulaay bu am maanaa am na tamit lii di crème capillaire moom après shampoing bi boo raxasee boobu ba pare da nga ciy teg lait capillaire bi nga xam ni day hydrater karaw gi nooyal ko di ko noyyiloo teg ci après nga teg ci lii di crème capillaire mu niinal ko à base de karité la ak ay huile yu am solo yu am maana. Bienvenue sur Kama TV, on est dans votre émission Géopo, l'émission qui retrace l'actualité géopolitique du continent. On est au niveau de la deuxième partie et toujours avec le grand Dieye et aussi avec Adi Sen. Nous allons évoquer l'aspect militaire de la France avec la campagne de diabolisation de Wagner, mais aussi parler des instituts français comme outils de prédation. Et enfin, nous allons parler de la problématique en Tunisie. Grand frère Abdoulaye, nous constatons que depuis 1 ou 2 ans, la Russie intervient en Afrique, mais avec des résultats aussi, quoi qu'on puisse dire. Mais aussi, l'ancienne puissance coloniale n'a pas dit son dernier mot et essaie de diaboliser Wagner et les troupes russes. Que pensez-vous de cela? Oui, je vais d'abord dire que l'ancienne puissance coloniale, comme tu l'appelles, n'est même pas une puissance coloniale maintenant. Et ils n'ont pas été honnêtes par rapport à leur partenariat, par rapport aux pays africains. Et c'est en ce sens-là, si tu viens à un certain niveau, les gens commencent à comprendre qu'il y a beaucoup de bluffs. Depuis presque 10 ans, 15 ans, tu interviens au Mali et il n'y a pas de résultat. On voit qu'il y a beaucoup plus encore d'attaques que de terrorisme et ainsi de suite. Et à un certain moment, le Mali change de régime et il va directement chercher d'autres alliés. C'est parce qu'ils ont compris que, en étant là, la France crée des problèmes. Ils ont allé chercher les Russes avec beaucoup de corporations. Hein. On dit seulement Wagner, mais il y a des militaires qui ne sont pas de Wagner. Et les Français, ils insistent toujours, même sur le discours de Macron, ils insistent sur Wagner et ils les traitent d'organisations criminelles. Depuis que Wagner est là, les choses sont en train de bien se dérouler. On a démantelé, les Maliens ont démantelé beaucoup de gens. On parle du Mali parce que c'est l'actualité patente. Hein. Et ils ont amorcelé et ils ont fait reculer beaucoup de banditisme parce que ce n'est pas du terrorisme, c'est des attaques à main armée, ils brûlent des villages, ils prennent leurs ressources. Et en essayant d'organiser ce chaos-là, ils en profitent pour prendre tout ce qui est ressources naturelles. Je parle de l'ancienne colonie française. Mais maintenant, les donnes commencent à changer et ils ont des résultats. Et rapidement, presque, ils ont atteint le nord. D'ici quelques années ou quelques mois, je pense que l'État malien va reprendre son territoire dans l'intégralité et la sécuriser.
Ils ont peur, ils ont perdu, ils n'ont pas été honnêtes. Et on a cherché d'autres partenaires et on voit les résultats. C'est ce qui les fait peur. La France a été depuis toujours joué le rôle de pompier pyromane, déstabiliser pour mieux dominer et mieux régner. Frère Adi, la France accuse la Russie ou accuse Wagner d'être une organisation terroriste, une organisation qui cherche à récupérer des territoires africains, histoire de dominer. Maintenant, alors que la France a les lésions étrangères, est-ce que c'est pas les mêmes pratiques? Oui, c'est du pareil au même. Déjà, bonjour, cher frère. Bonjour, grand frère Abdoulaye. Bonjour. Donc, bon, c'est très simple. Hein, quand on parle de géopolitique et qu'on pose la question du terrorisme en particulier, parce que c'est le thème dont on a parlé premièrement, qu'est-ce qui a amené Wagner aujourd'hui au Mali et dans beaucoup d'autres et sous beaucoup d'autres latitudes, c'est la question du terrorisme. Et donc, moi, quand on parle de terrorisme et qu'on est averti, je pense qu'il faut savoir clairement que c'est un fait étatique. Hein. Le terrorisme est avant tout un fait étatique. Lorsque, par exemple, on va écouter les experts dans ce domaine comme Tarpley, par exemple, Tarpley qui est vraiment l'un des experts mondiaux, un Américain qui dit que la CIA, Al-Qaïda, c'est la légion étrangère de la CIA. Voilà. On a également au niveau de la France des experts comme Émeric Choprade, qui avait donc la chaire de géopolitique à l'école de guerre de Paris, qui dit clairement que le terrorisme, c'est un fait étatique. C'est clair et net. Voilà. Et comme vous l'avez très bien expliqué et résumé, on crée le feu et ensuite, donc on est un pyromane et puis on se mue en pompier pour venir occuper le terrain. Donc concrètement, ça me fait doucement rire lorsque j'entends la France qui justement sur un premier point qui donne des conseils à l'Afrique. Il n'y a aucun conseil que la France a pu donner à l'Afrique qui lui a servi. Donc en utilisant une logique panafricaine, donc si la France me conseille quelque chose, personnellement, je ferai le contraire. Déjà, là, c'est une chose que nous, en tant que panafricains, on doit assimiler, hein, parce que comme nous l'a encore expliqué et nous l'a appris le très honorable Marcus Garvey, méfiez-vous, tout ce que les Occidentaux justement nous mettent sur la table, que ce soit dans nos livres, que ce soit leurs conseils, tout ce qu'ils nous conseillent, on doit vraiment l'étudier et l'analyser de manière méticuleuse avant de pouvoir l'appliquer. Voilà. Parce que leur jeu, toujours, c'est le trick. Ils veulent nous faire un coup, un passement de jambes, un petit pont, pour justement, derrière, en tirer avantage. Donc, les conseils de la France, hein, ils peuvent se les mettre où on le pense, premièrement. Ça, c'est la première chose à dire. Et deuxièmement, on soutient absolument la décision de la République du Mali, la République sœur du Mali, quand elle invite, parce qu'encore une fois, les Français, on les a pas invités. Hein, ils sont là depuis un bon bout de temps. C'est comme si vous aviez un invité. Il est là, il sert dans votre frigo, il met ses pieds sur la table. Aucun respect, mais c'est le comportement de la France. La Russie aujourd'hui, à ce que je me rappelle, on les a invités. Donc voilà. Donc ils restent à leur place tranquillement et qui nous laissent justement dérouler notre plan. La France est toujours dans la propagande, dans la diabolisation de la Russie, à travers ses médias, à travers France 24, RFI, etc. Mais comme nous le savons, l'information est une arme géostratégique, c'est-à-dire qui détient l'information a un pouvoir. Que font les Africains pour lutter contre cette campagne de désinformation et de diabolisation? Bon, on a péché sur ce plan. De fait, il faut qu'on reconnaisse nos limites et nos échecs. Parce que on n'est pas sérieux. Il faut y aller au fond de l'information. On a vu ici, les journalistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont dans les futilités, quoi.
j'en profite pour féliciter Moustapha Diop de Walfadjri. Lorsque Macron a fait son discours, le lendemain, il a rebondi en Wolof, a expliqué les tenants et les aboutissants, et il a pris position, et c'est salutaire. Les journalistes et l'information doivent aller dans ce sens-là, parce que c'est une arme. Il faut les contrer d'abord, et si imposer ta vision. On est dans cette logique-là, et je pense que d'ici quelques années, on va y arriver. Moi, je ne suis jamais dans le pessimisme. On va les pousser au fond, parce que la pensée évolue. Parce que l'être humain, s'il dort, ou bien s'il est dans le coma, il a besoin qu'on l'électrochoque pour qu'il se réveille. On est en ce moment dans cette situation-là, et je pense que en faisant ces genres de cadres-là, ces genres d'émissions, ça peut pousser l'agence à réagir, à prendre le devant. Et je pense qu'on a assez d'outils, même si c'est sur Internet, parce que l'information, c'est sur Internet que ça passe. Si on parle de Plenel, Edwy, et beaucoup de gens qui se sont imposés, parce que même en France, on les boycotte, mais ils sont imposés à travers l'Internet, et ils ont changé la donne sur la manière de voir géopolitiquement le monde. Il faut qu'on se positionne vraiment sur ce plan-là, parce qu'on a trop laissé de place. Hein. On a quitté le hard power pour nous verser dans le soft power. Et au-delà de ces médias-là, il y a les instituts français aussi, qui sont implantés un peu partout en Afrique et jouent un rôle important par rapport à la diversion, mais aussi à l'orientation de nos populations, mais surtout de nos artistes. Que pensez-vous de cela, Adi? Tout à fait, c'est un fait établi. Hein. Le soft power, c'est un élément de cette guerre qui a vraiment toute son importance. Quand on parle de soft power, bien sûr, ça va être les instituts entre guillemets culturels, okay, qui sont là en réalité pour dérouler des programmes avec des valeurs qui ne nous concernent pas souvent. Finance des artistes, hein, finance des programmes sans lendemain qui n'ont aucune finalité, parce que, encore une fois, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, en tant que panafricains? Quel est justement le vecteur et cette valeur, cette thématique qui nous anime? C'est la souveraineté. Tu parles pas de souveraineté, viens pas me parler. C'est tout. C'est ça, c'est clair. Et lorsqu'on parle de soft power, c'est vraiment comme tu l'as expliqué, hein, c'est une manière, encore une fois, d'inunder tout le London. C'est ça. C'est d'essayer de nous voiler la face, de mettre un filtre opaque devant nos yeux, d'essayer de se faire aimer, hein, via leurs programmes culturels, via leurs instituts. Hein, aujourd'hui, il y a les instituts français, il y a les instituts Goethe aussi, allemands. Il y a les instituts, je crois qu'il y a également les Portugais ont un programme comme ça. Il y a les instituts chinois, les instituts Confucius. Ensuite, bon, il me semble que les Américains n'ont pas de programme clair comme les instituts culturels, mais ils ont eux aussi plein de programmes. Ils ont, par exemple, dans le cadre du soft power, il y a un élément très intéressant qui est Yali. Et bizarrement, quand on parlait de petits ponts, Yali en Wolof veut dire mettre un petit pont. Yali en Wolof veut dire mettre un petit pont. Et c'est Young African Leader Initiative. Donc merci de nous avoir tout expliqué dès le départ. Moi, c'est bon. Moi, j'entends Yali, je pars de l'autre côté. Bon, Yali, en réalité, c'est vraiment un programme phare de la superpuissance qui est les États-Unis d'Amérique. L'idée, avec ce programme, et beaucoup de jeunes et de moins jeunes parmi notre peuple ne sont absolument pas alertés et informés quant à la réalité, hein, et la réalité de leur et la vérité derrière ces programmes-là. Quel est leur réel objectif? Voilà. Donc ils invitent des jeunes avec un haut potentiel de leadership dans divers domaines médiatiques, sportifs, entrepreneurial, humanitaire. Ils les invitent gracieusement à New York, à Washington, lors de grands séminaires, tout frais payés dans des hôtels. Hein, ils mangent bien, ils sont choyés, hein, et devant Obama, bien sûr. La première édition, c'était en 2008, il me semble. C'était c'était, il me semble, la promo Nelson Mandela. Ça veut tout dire. Donc, l'idée, c'est ça, en fait, derrière Yali, c'est de dire la jeunesse africaine
haut potentiel, on va dès maintenant les mettre on va dès maintenant se placer dans leur cœur. Et leur dire, nous sommes vos amis. Nous sommes vos amis. Après avoir détruit vos pays, après avoir saccagé vos nations, après avoir divisé vos peuples, après avoir tout simplement aspiré vos richesses, on est vos amis, vous les jeunes. Et demain, nous espérons que vous allez justement continuer à encadrer ce système, comme on le disait tout à l'heure, comme de bons chiens bergers. C'est ça la réalité. Donc ce soft power-là, ils sont, on va dire, il est absolument indispensable pour ces pays, justement, d'entrer sur ce chemin-là. Parce que c'est un moyen extraordinaire de préparer l'avenir. Et encore une fois, pour ceux qui sont sceptiques, un programme pareil, il existe, par exemple, en Europe depuis les années 70. Depuis, il me semble, 73 ou 75, ils ont créé la French American Foundation. Macron a fait la French American Foundation. Hollande, un ancien président, a fait la French American Foundation. Toute une flopée de ministres français ont fait la French, et européens ont fait la French American Foundation. Vous voyez? Donc, voilà la réalité. Faisons attention et soyons alertes. Voilà, c'est important de s'informer, de savoir et de connaître les tenants et les aboutissants justement de ce soft power. Désolé. Hein. Que pensez-vous de ces institutions, de ces instituts français qu'on l'implante un peu partout pour récupérer la jeunesse? Tout est sur le discours de Macron. On y reviendra parce qu'il a cité les instituts comme instruments encore, culturellement, politiquement, et même sur le plan de l'orientation des masses. Ils utilisent ces gens-là. Le mot soft power trouve tout son sens parce que il te donne une poisson pensant que tu as tout le monde, parce qu'on a la mer à notre portée, on va s'abreuver de la mer directement. Il te donne une poisson pour essayer de t'orienter et prendre tout ce qui rôde autour de toi. Et on a vu, il nous donne toujours des modèles qui ne sont pas aussi hardcore comme les jeunes le disent. Ils prennent par exemple les Awadi, les Fally Ipupa, c'est ces gens-là qu'ils promouvoient parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de danger, ils ne veillent pas carrément, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils évitent des gens comme Kémy Séba, comme Nathalie Yamb, on les cite parce qu'ils dérangent. Les Français, quand ils parlent de sentiments anti-français, ils disent que c'est les Kémy Séba et les Nathalie Yamb qui sèment ça sur le cœur des jeunes Africains. C'est pas ça, les jeunes Africains sont maintenant éveillés. Parce que tu me trompes, tu m'as trompé, tu as trompé mon grand-père, mon père. À ce moment-là, je suis éveillé et je suis en train de prendre la balle à mon compte. Et ils ont peur, ils ont perdu, ils reviennent à la charge. Et je pense que cette fois-ci, c'est déjà fait. On n'a qu'à créer nos cadres. C'est l'affaire à faire, créer nos cadres. Pour les conseils, récupérer les artistes qui vont défendre l'Afrique, vaille que vaille. Sur le plan culturel, les dessinateurs, tout ce qui rôde autour des arts et culture, qu'il faut qu'on crée des cadres, on donne des réponses directes. Et je pense que d'ici quelques années, moi, toujours, je me projette là-bas, on peut avoir nos propres artistes et nos propres musiciens et auteurs qui vont travailler dans ce sens. Parce que même les Mbougar Sarr, les Elgas, ils ont un bon français, ils écrivent bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont derrière? Ils véhiculent le programme français et la vision française dans la tête des gens. Il faut qu'on soit alerte sur ça et prenne nos destins en main. Bon, comme l'a souligné le grand frère, ils utilisent nos artistes, nos écrivains, histoire de nous dire quel côté regarder à travers la littérature, la musique, etc. Maintenant, dernièrement, nous avons vu Macron avec Fally Ipupa, la star de la musique congolaise. Et il y en a plein. Au Sénégal, nous avons les Mbougar Sarr, les Diary Sow, qui sont les nouvelles têtes de la France-Afrique qui essayent d'orienter la jeunesse africaine. Que pensez-vous réellement de cela et quel est l'impact réel ou comme réponse, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, quelle réponse apporter à ça? Bon, simplement, c'est malheureux de le dire. Mais quand je pense à ce fait-là,
Ça me rappelle justement une citation d'un grand leader noir, Louis Farrakhan, qui, lorsqu'on lui a demandé de parler, par exemple, de quelqu'un non, il me semble que c'était Khalid Abdul Mohammed, qui, lors d'une interview, Phil Donahue lui pose une question sur le pasteur Jesse Jackson, et il commence par préciser que Jesse Jackson, c'est son frère. Bougar Sarr, Diary Sow, toutes ces personnes sont nos frères. Il faut qu'on le rappelle et qu'on le redise en tant que panafricains. Ils sont nos frères, mais malheureusement, nous voulons qu'ils retournent à la maison. Retourner à la maison, c'est-à-dire retourner à la maison, servir le peuple. C'est ça qu'on leur demande simplement. Au lieu de promouvoir des valeurs comme l'homosexualité, comme le libertinage, les soi-disant propagandes et théories occidentales, mais qu'ils servent justement la pensée africaine est tellement forte. Depuis l'Égypte ancienne jusqu'à très récemment, on a de très grands penseurs comme Cheikh Anta Diop, sous toutes les latitudes, je pense qu'à lui, mais sous d'autres latitudes. Ici en Afrique, nous avons parmi les plus grands penseurs que l'humanité a pu connaître, pardon, excusez-moi. Donc, c'est ça en réalité. Aujourd'hui, Macron ne fait que utiliser des stars, parce que des stars, quand même, quand on s'intéresse à l'origine de certains mots, une étoile. Une étoile, en général, c'est dans la nuit, elle nous sert à nous guider. Vous pensez aujourd'hui que Bougar Sarr guide qui en Afrique? Il guide qui? Soyons sérieux. Il guide qui? Diary Sow, elle guide qui? Elle-même, elle s'est perdue, elle s'est cachée. Donc, sérieusement, soyons sérieux, quoi. Ces gens-là nous apportent rien aujourd'hui, mais on a confiance en eux. Dieu leur a donné un don, justement. Et je pense que lorsque Dieu te donne un don, ton devoir, c'est le redonner au peuple. Comment? En essayant d'exploiter ce don de la meilleure manière possible afin d'éveiller, afin d'inspirer les gens, d'inspirer ton peuple. C'est ça en réalité, inspirer l'humanité aussi tout entière. Donc c'est ça en réalité. On leur demande de revenir à la maison. Revenez à la maison. Arrêtez vos bêtises là que vous faites dehors. Parce que nous, on s'adresse pas à nos ennemis. Moi, je le dis clairement, Macron est un ennemi. Pourquoi il est un ennemi? Parce que il a comme objectif d'asservir l'Afrique. Moi, je ne veux pas que l'Afrique soit asservie, je veux qu'elle soit souveraine. Donc, c'est mon ennemi. Et c'est lui qui a voulu être mon ennemi. S'il était tranquillement dans son coin, à respecter les autres peuples, à ne pas essayer de manipuler mes frères afin de servir ses propres intérêts, mais on pourrait vivre une humanité très paisible. Mais malheureusement, depuis plusieurs millénaires, c'est pas la volonté de l'Occident. Donc, désolé pour la digression. Non, mais, les frères Bougar, Diary, Felwine, Achille Membe, écoutez Adi et revenez à la maison, revenez au bercail. L'Afrique a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Il faut que la jeunesse africaine essaye de se responsabiliser et de prendre les choses en main. Et dans chaque génération, il y a des étoiles. Il ne faut pas que ces étoiles-là brillent pour d'autres peuples. Il faut que ces étoiles-là brillent pour leur propre peuple. C'est important. Maintenant, l'émission tire à sa fin, mais on ne peut pas faire l'émission dans un contexte pareil et ne pas parler de la problématique tunisienne. Depuis des semaines, nous notons une réelle propagande de la part du président tunisien de chasser les Africains, mais aussi de manipuler les masses. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le contexte géopolitique et géostratégique de la Tunisie n'est pas dû par rapport aux Africains, mais par rapport à la déstabilisation de la Libye, qui est l'œuvre de la France. Et pourtant, le président n'en parle pas, mais attaque les Africains et les utilise comme bouc émissaire pour masquer les failles économiques du peuple tunisien. Que disiez-vous de cela? Je vais bien s'appuyer sur la pensée d'Adi. Parce que s'il dit revenez au pays, ce n'est pas seulement physiquement, mais dans la manière de penser. Ils sont là pour penser occidental. Ils sont là pour nous asservir. Comment un Africain, déjà culturellement, politiquement, dans la tradition, les religions, des sujets comme l'homosexualité, c'est banni partout. Et tu viens, tu fais l'occidentaux, tu nous imposes ces genres de trucs, tu racontes des choses tellement vulgaires dans tes livres
que moi je n'ose pas répéter. Alors, il faut revenir au bercail. Ils ont peut-être l'envie de finir leur vie en Occident, mais dans la pensée, il faut écrire ce qui nous arrange et ce qui va avec nos réalités. C'est ça, revenir en Afrique. Si je viens sur la question tunisienne, c'est dommage, c'est très dommage, parce que depuis un moment, on les appelle vers la raison, on les appelle les arabo-berbères à venir s'allier avec les Africains, mais ils n'ont pas envie de s'intégrer. Si on les parle d'union, de panafricanisme, on doit même les faire sortir de la CEDEAO ou bien, je ne sais pas, de l'Union africaine, parce qu'ils ne sont pas là pour le noir, il ne fait pas partie d'eux. Ils ont une haine tellement chronique que quand ils parlent des noirs, ils ont échoué économiquement depuis qu'il est là. Et lui, il a souffert, il a fait la prison, il est allé porte à porte pour faire sa campagne électorale. Il a fait beaucoup de sacrifices pour venir au pouvoir. Quelqu'un qui peut comprendre les moyens dotés. Et les Africains sont venus chercher quelque chose là-bas pour refaire leur vie ou bien pour améliorer leurs conditions de vie, tu les mets dans un enfer insupportable. J'ai bien aimé l'acte de Doumbia, le président guinéen. Même le Malien, ils ont envoyé des avions pour récupérer le fils. C'est l'acte panafricain que tout président doit maintenir. Et il y a beaucoup de problèmes. Dans la zone, comme a dit le frère, la Libye, et les déstabilisations qui sont dans les zones, l'Égypte, il y a des problèmes dans les frontières. Il y a beaucoup de problèmes qu'ils doivent régler, attaquer directement pour se divertir ou bien pour faire plaisir à le peuple, sachant comment ils sont racistes. Ils sortent des choses comme ça dans ce 21e siècle-là. Vraiment, en parler, on parle avec le cœur parce que c'est inadmissible, quoi. C'est inadmissible. Le président tunisien utilise les Africains comme bouc émissaire, mais aussi, il faut noter une chose, l'irresponsabilité de nos dirigeants. À l'heure où nous tournons cette émission, il devait y avoir une marche devant l'ambassade de la Tunisie à Dakar. Et avant même d'entrer en studio, on nous a informé que des frères, des camarades ont été arrêtés parce qu'ils protestaient contre cette propagande du président tunisien qui est raciste. Mais ici, dans nos pays, si on nous interdit de protester, si on nous interdit d'affirmer notre africanité et de défendre les nôtres, c'est parce qu'il y a des dirigeants qui ne sont pas du tout responsables. Et après tout, il faut dire à nos dirigeants que c'est à eux de prendre les responsabilités. Il ne faut pas juste tirer sur les autres, mais aussi on a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Donc, qu'est-ce que vous dites à nos dirigeants par rapport à ce problème-là, Qu'est-ce que je dis par rapport à si on remonte à la Genèse, pourquoi nos frères sont en Tunisie? Pourquoi vont-ils en Tunisie? Ils vont en Tunisie, oui. En fait, la Tunisie a toujours été un lieu de transit pour rallier l'Europe, Oui, pour cesser l'Eldorado, parce que nos dirigeants n'ont pas. C'est pour ça que je dis remontons à la Genèse. Au centre de cette question, il y a encore une fois, moi ça me fait mal. Ça me fait mal atrocement lorsque j'entends que des frères noirs sur cette terre souffrent. À plus forte raison lorsque c'est ici même en Afrique. Parce que, rappelons-nous, il faut pas qu'on l'oublie, hein, petit Kaïs Saïd, la Tunisie c'est en Afrique. Il faut pas qu'il l'oublie. Voilà. Donc, lorsque tu rentres chez quelqu'un, respecte le propriétaire, un minimum. Et rends-lui au moins un minimum. Mais ne prends pas ses enfants et ne les martyrise pas. Moi, c'est déjà ce que je peux dire à ce petit président tunisien. Deuxièmement, ceux à qui on doit le plus s'adresser, c'est les présidents africains. Les présidents du Sénégal, ici au Sénégal. Hein, on a tant de richesses. Moi, je pose toujours cette question. Nous avons tant de richesses. Tant de richesses. Je ne parle pas toujours de ressources minières, hein. Richesse humaine, richesse à tous les niveaux. Nous avons des valeurs, nous avons une histoire, mais nous avons tellement de richesses. Mais normalement, un Sénégalais devait se sentir le mieux, si ce n'est chez soi. Mais malheureusement, la corruption, hein, le fait de ne pas croire en soi, le fait de se comporter comme un petit laquais,
un petit laquais d'un petit gamin qui s'appelle Macron, à cause de tous ces comportements, les Sénégalais ne peuvent pas profiter d'un bon niveau de vie. Et c'est ça, en réalité, qui pousse ces Sénégalais à emprunter le chemin, justement, de la Tunisie, voire de l'Europe. Voilà. Moi-même, je suis un enfant de l'immigration. Je sais que si le Sénégal, dans les années 60, avait entamé une vraie croissance économique, mais est-ce que mon père serait allé en France? Jamais. L'Afrique, le Sénégal et l'Afrique sont riches. Le Sénégal et l'Afrique sont riches. Donc, encore une fois, on va répéter, on va redire, retournez à la maison, cher président africain. Travaillez pour vos intérêts, travaillez pour vos enfants. Nous avons beaucoup d'espoir en vous. Il suffit juste d'une volonté pour changer tout à fait le cours de l'histoire. Vous avez une armée, vous avez une économie, vous avez toutes les clés en main. Il vous reste qu'une seule chose, le courage. Donc, malheureusement, ça va être un épiphénomène hein, lorsqu'on va avoir un président tunisien qui va donc, peut-être pour masquer ses failles et une politique désastreuse, il va maintenant appeler au pogrom sur nos frères noirs. Et c'est déplorable. Donc, voilà le message qu'on avait à transmettre. L'émission tire à sa fin. Grand frère Abdoulaye, votre dernier mot? Bon, le panafricanisme vaincra, le panafricanisme régnera. Et je pense que on est dans la phase finale pour essayer d'aller rapidement occuper notre espace, tant sur le plan éducationnel, sur le plan structurel et sur le plan surtout des actes à poser. Parce que c'est la jeunesse qui demande ça. C'est pas seulement ce qui se passe au Mali, au Sénégal, partout. C'est la jeunesse qui veut vraiment aller dans ça. Personne ne peut l'arrêter. Merci. Adi, votre dernier mot? Ben, mon dernier mot, c'est en tout cas, merci à vous de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur des sujets qui nous concernent, qui nous font vivre, c'est-à-dire le futur de l'Afrique et surtout sa souveraineté. Donc, lorsqu'on peut s'exprimer, on vous remercie. Je remercie encore 1000 fois le grand frère Abdoulaye Diène hein, de nous donner le courage. C'est un honneur d'avoir partagé ce plateau avec lui. Et également, merci à toi également, mon frère, pour tes questions très pertinentes qui vont justement aider certains de nos frères et sœurs à mieux comprendre la situation actuelle. Donc, salam, Otep, à tous mes frères et sœurs panafricains. Je pense que nous tous, on peut dire que nous vous aimons et c'est dans l'union, l'unité et l'amour qu'on pourra bâtir une Afrique forte, puissante, belle et viable pour nous. Voilà. Union, amour, c'est ce qu'il nous faut. Nous sommes à la fin de notre émission hebdomadaire Géopo, une émission qui traite toute l'actualité géopolitique du continent. Donc nous donnons rendez-vous la semaine prochaine et n'hésitez surtout pas à vous abonner sur la chaîne, vous liker les vidéos, mais surtout nous donner vos avis, commentez, dites vos avis par rapport à l'actualité, ce que vous pensez de ce qui se passe. Parce que le continent a besoin de tout le monde, on a besoin de tout le monde. Il faut que chacun assume ses responsabilités et joue son rôle. Aussi petit soit-il, qu'il joue son rôle. Et ce qui est sûr est que l'Afrique vaincra. L'Afrique vaincra et les Africains vont vaincre. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission.